Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici les titres de ce journal. Un dialogue sur le secteur de la santé s'est ouvert ce matin à Cotonou. Au cœur des échanges présidés par le ministre Abdoulaye Tchane se trouve la question cruciale du financement de ce secteur vital pour le bien-être des populations béninoises. Les Béninois tardent à s'acquitter de la taxe sur les véhicules à moteur lancée il y a un mois par le gouvernement. À Djougou, pas d'affluence au niveau des guichets, on en parle en toute fin d'édition. Et puis à l'Inter, violente bagarre au Parlement sud-africain. Alors que Jacob Zuma allait faire son discours à la nation, l'opposition s'est manifestée et a été expulsée de l'hémicycle. Manu Militari. À nouveau, bonsoir. La santé, un sujet d'importance capitale, placé au cœur donc d'un dialogue national. Les assises consacrées au financement du secteur de la santé ont été lancées ce matin en présence donc des acteurs intervenants dans le domaine, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants du gouvernement béninois. C'est le ministre d'État Abdoulaye Tchane qui a procédé à l'ouverture des travaux de ces assises. Suivez ici un extrait de son intervention à l'entame du dialogue national sur le financement de la santé. Permettez-moi, au nom du président de la République, le président Talon Empêché, de souhaiter à chacun et à tous la bienvenue à ce dialogue national du financement de la santé que l'honneur me choisit d'ouvrir ce matin. Le président de la République m'a demandé de vous transmettre à tous l'espoir qu'il fonde sur les résultats de ces assises. Il y a à peine quelques jours, nous redoublions encore tous d'ingéniosité pour former nos voeux les meilleurs de Nouvel An, à nos proches, à nos parents et amis, ainsi qu'à nos collègues et collaborateurs. La santé et surtout la meilleure santé venait en tête si ce n'est pas l'unique vœu. Ceci est révélateur de la place de choix et de l'importance que nous accordons tous à la santé. Le grand philosophe Socrate posait la question de savoir s'il existait pour l'homme un bien plus précieux que la santé. Je voudrais donc vous dire à vous tous ici présents que votre engagement à la cause de la santé est noble et n'a pas de prix. La présente rencontre ne peut pas être plus opportune. Elle vient juste au lendemain du lancement du programme d'action du gouvernement pour lequel les conditions de vie des populations, y compris la santé, représentent le troisième pilier par lequel le PAGE ne pourrait tenir debout. Les travaux de ce dialogue sont cruciaux pour la mise en place d'un système de santé généreux, durable et résilient, permettant au Bénin de répondre efficacement aux situations d'urgence en matière de santé publique et d'appuyer sa transformation économique. L'accès géographique et surtout financier d'une grande partie de notre population aux soins de santé reste un défi constant. L'absence d'assurance maladie rend cette population davantage vulnérable à tout choc sanitaire. En réponse, notre gouvernement s'attelle à mettre en œuvre le programme Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, qui au-delà de l'assurance santé universelle vise à promouvoir la formation, le crédit et l'assurance retraite. À cet effet, nous proposons de réfléchir à toutes les mesures et à toutes les réformes fiscales et structurelles nécessaires pour assurer la soutenabilité et la durabilité de ce modèle. Les présentes assises devront donc proposer des pistes possibles, crédibles et pertinentes de réalisation des objectifs et ambitions du gouvernement en matière de santé, à travers un partage de bonnes pratiques, des expériences de réussite et l'établissement d'une feuille de route concrète qui favorise une mise en œuvre effective de la stratégie de financement national de la santé. Voilà, c'était donc le ministre d'État Abdoulaye Tchane.
qui donc a ouvert le dialogue national sur la santé ce matin même. Et puis opération de diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères. Face au corps diplomatique, 3 ministres ont exposé aux diplomates et représentants d'institutions accréditées au Bénin quelques projets phares en termes d'opportunités d'investissement. C'est à la faveur de la revue d'étape de la diplomatie béninoise organisée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Osias Sounouvou et Ramatou Lawane. Véritable offensive économique que cette rencontre diplomatique d'ordinaire réservée à une classique revue de la coopération. Sans trop bousculer les usages, le métronome de la diplomatie béninoise communique d'entrée sur quelques succès récents. Au tableau de chasse, quelques pépites diplomatiques comme l'Arabie Saoudite, royaume du pétrodollar, dont le roi a reçu le président béninois, une première. Aurélien Agbenonséi se félicite aussi de l'Estonie, pas forcément attendu, mais attention, prévient-il. Nous sommes allés en Estonie parce que l'Estonie est le champion dans le e-administration. Et la diplomatie béninoise a un postulat majeur, c'est de fréquenter les premiers de classe. Quelle est la meilleure technologie? Quelle est la meilleure institution scientifique? Quels sont les bons investisseurs qui peuvent venir se joindre à nous pour travailler avec nous. Et le vrai ton de cette rencontre est ainsi donné. 3 ministres défilent pour aguicher les diplomates. 3 secteurs stratégiques à haut investissement. Hervé Héromain avec ses grands projets de transport et d'infrastructure. José Tonato avec ses 20 000 logements sociaux et autres projets pour un cadre de vie durable. Donnant Jean-Claude Oussou avec ses énormes projets du mixte énergétique renouvelable, thermique et hydraulique. Sur les 9 039 milliards de francs CFA à mobiliser pour le programme d'action gouvernementale, plus de 800, soit 29% sont garantis par le Bénin. Reste soit 11% à mobiliser. Autant d'opportunités donc pour les partenaires, incités ici par les ministres à des manifestations d'intérêt. L'opération de marketing diplomatique prend fin sur un vernissage de quelques artistes béninois à notoriété internationale. Le Bénin révélait une marque défendue avec tous les atouts, la diplomatie artistique y compris. Également, dans ce 13h, une délégation du Fonds mondial conduite par le directeur exécutif était ce jeudi au cabinet du ministre du Plan et du Développement. Abdoulaye Biotchane et d'autres ministres du gouvernement ont sollicité le soutien de ce partenaire de taille en vue de la réalisation des ambitions du nouveau départ. Alexis Segbemon et Jean-Claude James. Au cœur de cette séance d'échange entre la délégation du Fonds mondial et les différents ministres, les réformes entreprises par le gouvernement. Ici, le secteur de la santé focalise les attentions et un plaidoyer est fait à l'endroit du Fonds mondial. Nous sommes engagés ici dans des réformes dont les principaux bénéficiaires seront bien sûr nos populations. Et nous voulons vous avoir à nos côtés. Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette voie-là de réformes, mais de réformes réalistes sur la base de résultats que nous pouvons atteindre très très vite. Le financement orienté vers la performance est un financement que d'autres secteurs envient à la santé, parce que les résultats dans ce domaine sont tout simplement spectaculaires. C'est une réussite de l'action du Fonds mondial et des partenaires. La démarche est plutôt saluée et suscite l'engagement des responsables du fonds. In fact, our visit is to thank His Excellency the President, the Minister of State. Ici, c'était d'abord pour remercier le gouvernement, tous les ministres et le président pour la nouvelle vision qu'ils ont pour la lutte contre le palu, le sida et la tuberculose, mais aussi pour les différentes réformes qu'ils veulent entreprendre dans le secteur de la santé et comment s'assurer que toute la population a accès à la santé. Nous sommes là aussi pour réitérer notre soutien et le partenariat de la Belgique, de la France, des États-Unis ainsi que du Fonds mondial. Et je sais que demain nous allons justement parler des différents détails pour aider le Bénin à atteindre et à appliquer ces nouvelles réformes dans le secteur de la santé. Global solidarity and support for this extraordinary vision and helping making it a reality. Par ailleurs, la coopération sud-sud reste une piste à ne pas négliger, selon le directeur exécutif du Fonds mondial.
Ce même jeudi, l'agence japonaise de coopération internationale, JICA Bénin, présentait son rapport annuel au CODIAM à Cotonou. Un rapport qui aborde entre autres sujets les questions de l'amélioration de la gouvernance et la réduction de la pauvreté. Reportage. L'agence japonaise de coopération internationale, JICA, est chargée de la mise en œuvre de l'aide publique au développement du Japon. Active dans plus de 152 pays et régions, l'agence fournit une aide technique et financière aux pays en voie de développement du point de vue économique et social. La présentation du rapport annuel de la JICA a été l'occasion pour le représentant résident de revenir sur les activités de l'agence. Parmi nos activités, la coopération technique occupe une place importante car pour le Japon, il n'y a pas de développement sans compétences humaines. La JICA croit donc que les échanges de compétences et de techniques sont l'un des outils les plus importants pour le développement durable. Ces échanges de compétences et de techniques sont l'une des raisons d'être du programme des volontaires japonais. À ce jour, 257 volontaires ont été affectés au Bénin. Le programme s'est amélioré, étendu grâce au précieux appui du gouvernement béninois. En procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre des Enseignements maternels et primaires a exprimé la gratitude du gouvernement à la partie japonaise pour les différents projets financés par la JICA. Depuis son ouverture en 2005, la JICA Bénin a orienté ses axes de coopération vers 3 domaines principaux, à savoir la santé, l'éducation et le développement des communautés rurales. Et sachez maintenant que des journalistes sont en formation. Ils reçoivent des notions de journalisme et d'investigation, Objectif, renforcer les capacités de ces professionnels des médias afin qu'ils s'adaptent mieux aux nouvelles exigences de leur corps de métier. C'est un reportage signé Bénédicte Amouzo, un reportage présenté par William Tchoki. Renforcer les capacités des hommes de presse en ces temps de développement rapide des réseaux sociaux est désormais le leitmotiv des responsables de la Maison des médias Thomas Meillansan. Ils ont organisé à cet effet une formation au profit des journalistes de différents organes, au programme des notions du journalisme d'investigation. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les réseaux sociaux, l'information sur WhatsApp dominent le monde. Si le journalisme devrait avoir un avenir, ça passera forcément par l'investigation, parce que tout le monde aujourd'hui peut faire de l'information, peut produire de l'information, n'importe qui. Donc le rôle du journaliste de demain, ce serait d'aller en profondeur, d'aller puiser, de faire de l'enquête, de faire de l'investigation. Cette initiative de la Maison des médias, financée par OSIWA, entendez, Open Society Initiative for West Africa, a touché d'abord les responsables de presse, puis les journalistes exerçant dans les différentes rédactions. Et ce magazine à présent, les accidents de circulation sur la voie Kassato-Bohican sont de plus en plus fréquents, particulièrement dans la dépression d'Adimale à Alada et dans les agglomérations où sont posées des balises de séparation de la voie. Pourquoi tant d'accidents au niveau de ces balises et que faire pour limiter les dégâts? Igor Ayoso et Roch Aurélien Akweinou sont descendus sur les lieux pour faire le constat que voici. Un type particulier de balise en béton armé en pleine chaussée de la voie à Kassato-Bohican à l'amorce de la dépression d'Adimale dans la commune d'Alada. Leur rôle serait indispensable à la circulation. Avant l'installation de ces balises, des gens passent même dans l'axe de la route. Ça ne gêne pas. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est dans un couloir. En revanche, ces balises constitueraient un véritable piège qui n'a de cesse de faire des victimes. Presque toutes les semaines, cela ne manque pas. En plein jour, les gens se trompent et ils cognent ces balises-là. C'est suffisamment dangereux, cette affaire de balises au milieu de la voie. Là. Plusieurs fois déjà, des véhicules se sont heurtés à ces masses de béton et les dégâts matériels et humains ne sont souvent pas des moindres. Encore en vrac sur le trottoir, les restes d'un véhicule accidenté. Et c'est un véhicule en transit, le propriétaire m'a dit c'est un véhicule de plus de 6 millions de francs à l'achat. Et puis il a heurté contre la balise, il est cabossé complètement, il n'y avait plus rien à récupérer là-dessus. Donc ils étaient obligés de vendre ça dans les ferrailles. Les gens sont venus dépiécer ça.
De jour comme de nuit, le danger est permanent. Au milieu de cette opaque obscurité, le risque pour ces automobilistes d'achever leur traversée au pied de ces balises est grand. Tel que je vois, ça manque quelque chose de lumineuse pour que si les véhicules passent la nuit là, au moins ils vont voir qu'il y a quelque chose au milieu et ils vont savoir comment conduire. Bon, ça c'est là, les gens se rentrent dedans et il y a des accidents mortels qui se passent vraiment, c'est vraiment déplorable. Et il vaut mieux dégager cette affaire-là de la voie. Moi, je ne suis pas du même avis que ces parents-là. Les balises au moins nous indiquent notre couloir de circulation. Les balises sont même déformées parce que presque tous les jours, elles sont cognées par les véhicules et déformées. Et en allant là-bas maintenant, ça forme un serpentin. Ce n'est plus bien allié parce que tous les jours, ça cogne parce que ce n'est pas fixé. Il n'y a aucune précaution. Pendant qu'usagers et riverains plaident pour le débarras de la chaussée, la préoccupation fait aussi l'objet de discussions entre services techniques des communes traversées par la voie. On a réfléchi à la chose. Après que ça là, les lampes solaires, tiens, c'est une bonne chose. On pourrait les poser facilement pour éclairer et réduire les cas d'accidents enregistrés du fait de la présence des balises de séparation. Mais étant une voie inter-État, l'éclairage des agglomérations où sont posées les balises relèverait de la compétence de l'État central. Voilà, en attendant, il faut appeler donc à une certaine prudence sur nos différentes routes. Et on poursuit ce 13h. Les opérateurs économiques et praticiens du droit comptable du département de la Liborie sont désormais mieux formés sur les nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi de finances gestion 2017. Des cadres de la Direction générale des impôts étaient à Kandy pour la vulgarisation du contenu de cette loi. Plus de détails avec Firmin Bassao et Olviga Mensan. Des mesures fiscales contenues dans la loi de finances de l'État béninois, les opérateurs économiques praticiens du droit comptable et fiscal de la Liborie en savent quelque chose. Mais ce que tous ces acteurs ignorent encore, ce sont les différentes innovations contenues dans la loi de finances gestion 2017. C'est dans cette optique que les cadres de la Direction générale du budget procèdent à leur vulgarisation ici à Kandy. Après la promulgation de la loi de finances gestion 2017, il était indiqué que nous venons parler des nouvelles mesures à Kandy contenues dans cette loi après l'étape de Parakou, afin de les informer sur les nouvelles mesures, les nouveaux comportements à avoir. L'État central, dans le souci d'amoindrir la souffrance des populations, a exonéré certains produits de la TVA, la taxe sur valeur ajoutée. Au niveau, par exemple, des gaz domestiques, ils ont exonéré des taxes sur la TVA. Ça va permettre aux gens de ne plus utiliser les bois de chauffage. Et là, ça permettra au gouvernement la lutte qu'il est en train de faire pour empêcher les bois d'être détruits. Nous espérons que ce qu'on nous a dit maintenant là est toute la vérité sur ce qu'on devrait savoir. Parce qu'il y a eu une vulgarisation qui nous avait caché des choses de manière antérieure, surtout par rapport à ce qu'ils appellent la redevance. C'est une taxe de 1% sur l'enregistrement des marchés qu'on nous avait caché à la vulgarisation. On va pour enregistrer et on nous apprend que nous avons la redevance à payer qui nous prend 1,5% de notre marché, de notre montant. Nous avons compris que cela, c'était une manière de nous voler. Cette fois-ci, on nous a dit que l'enregistrement, les 1% sont partis. Avec de telles mesures d'allègements fiscaux, les contribuables béninois ont de quoi se réjouir. Et on parle l'audience à présent. 2 délégations étaient en audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il s'agit du groupe GKR, soumissionnaire du projet de mise en œuvre de la TNT, télévision numérique terrestre, et de la Commission d'études de la création d'une force unique de sécurité nationale. Le point avec Ghislaine Nadimi Abozo et Isdine Bouraïma. Soumissionnaire au projet de la mise en œuvre de la TNT, télévision numérique terrestre au Bénin, le groupe GKR est allé au contact de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication ce matin. La délégation est allée solliciter l'appui administratif et l'accompagnement technique de l'institution. GKR Holding, c'est une grande société en République tchèque qui a ses filiales un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie et en Amérique et en Afrique. Et la société GKR Holding, elle est dans l'ingénierie, dans
dans le BTP et dans la communication. Et c'est ça qui nous a amenés au Bénin pour le projet de la mise en place de la TNT. C'est un grand projet. On ne peut pas réaliser son projet sans passer par la HAC. Donc ça, c'était le premier contact, c'était un contact d'échange pour la réussite de ce projet. Le président, vraiment lui remercie le président infiniment, avec son équipe, avec ses conseillers. Donc ils ont montré qu'ils maîtrisent leur travail. Et avant que la TNT ne commence, comme c'est les premières démarches, donc il voit qu'avec les experts, les techniciens béninois, en plus mes experts, donc le projet, quand même, les Béninois ne vont pas regretter. La commission chargée d'étudier le projet de création d'une force unique de sécurité nationale était également au cabinet du président de la HAC ce matin. La délégation conduite par le général à la retraite Félix Khessou est allée chercher des conseils et des orientations auprès des conseillers de la HAC pour réussir la mission à elle confiée. Retenez que Giletta Gbanrou Moyabi, directrice générale de l'Agence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, était au cabinet du président Adrien Hongbeji. Elle est allée évoquer avec le président de l'Assemblée nationale la possibilité de coopération entre la structure qu'elle dirige et le Parlement. Suivant le reportage. Je suis allée d'abord le féliciter pour la bonne réalisation et la validation de leur plan stratégique qui a quand même un volet très important de modernisation de l'Assemblée nationale. Donc nous avons échangé par rapport à l'implication de l'agence dans la mise en œuvre de leurs projets et ce que nous pouvons quand même leur apporter. Et voilà, donc on a échangé vraiment sur le plan stratégique qu'ils ont eu à valider il y a quelques temps. C'est un premier contact, donc la suite nous permettra de préciser réellement comment tout ça va se faire. Pèlerinage à la Mecque, le gouvernement anticipe déjà sur les préparatifs, tirant leçon des restes, des ratés, des organisations précédentes. Responsables de communautés islamiques et gouvernements s'accordent pour changer les modes d'organisation afin de parer aux désagréments éventuels. Que se dessine-t-il exactement? Élément de réponse avec Osias Sounouveau et Ramatou Lawani qui étaient à la réunion de concertation présidée par le ministre des Affaires étrangères. 2 péchés capitaux à extirper de l'organisation du Hajj, improvisation et amateurisme. Le message du chef de l'État porté par le ministre des Affaires étrangères est clair. Place désormais à la minutie et à l'anticipation. Le pèlerinage des musulmans béninois à la Mecque doit rouler comme sourate dans la bouche d'un musulman modèle. Prescription religieusement écoutée et approuvée par les responsables des différentes entités musulmanes béninoises. Et pour concrétiser la nouvelle démarche, une mission exploratoire imminente est déjà annoncée. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, qui sont organisés, qui sont rigoureux. Nous allons très rapidement nous mettre d'accord sur la composition de la mission. En fait, c'est quasiment fait. Et mettre en route ceux qui, au nom de notre pays, vont déjà aller explorer et se rendre compte des nouvelles réalités à Jeddah pour cet exercice. Pour gérer sans à-coup le pèlerinage de bout en bout, la gouvernance est désormais confiée à un homme. Tout sauf un novice, 13 ans de séjour en terre sainte de Mahomet, à en maîtriser les arcanes. Inch'Allah, nous allons faire tout ce qu'on peut faire avec nos relations, avec nos connaissances, avec l'expérience aussi. Il connaît bien ce qui se passe au niveau de l'organisation du Hajj. Même si ce n'est pas 100%, on aura 42%, c'est déjà quelque chose. Ce dignitaire musulman a convaincu le chef de l'État en aidant au succès de sa visite en Arabie Saoudite. Il devra confirmer ce test par son premier pèlerinage réussi comme chef d'orchestre. Et puis un mois après le lancement officiel par le directeur général des impôts de l'opération de recouvrement de la taxe sur les véhicules à moteur, l'affluence n'est toujours pas remarquable au niveau des guichets de paiement dans la Donga. À Diougou, par exemple, certains citoyens préfèrent attendre encore quelques semaines avant de s'acquitter de ce devoir civique. Le constat de Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé.
Le taux de recouvrement de taxes sur les véhicules à moteur ne comble pas encore les attentes dans la troisième ville la plus peuplée du Bénin. Au service des impôts à Djougou, les statistiques en disent long, un mois après le lancement de l'opération au plan national. Auparavant, les véhicules de transport commun de personnes taxis étaient soumis à une autre taxe que nous appelons TPS-TR. Donc nous constatons que la première semaine, des deux côtés, il n'y a pas eu de paiement. Lorsque nous rentrons dans la deuxième décade, nous constatons qu'au niveau de l'ancienne taxe STUTR, il y a eu quelques paiements et également au niveau de la TVM, avec plus de paiements au niveau de la TVM que l'ancienne taxe TUTR. Également au niveau de la troisième décade, c'est-à-dire du 20 janvier au 31 janvier, vous voyez le nombre de personnes qui sont acquittées de cette nouvelle taxe par rapport à l'ancienne taxe qui existait déjà, où pratiquement la fiche est vierge. Encore quelques semaines pour les retardataires. Ils doivent se mettre à jour au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Je n'ai pas encore fait, mais je suis sur le point de le faire parce que c'est la loi. Après ce délai, ceux qui ne seraient pas acquittés vont payer certainement des amendes. Je compte le faire bien avant. Je n'ai pas encore fait ça. Je suis en train de faire le programme, je dois faire ça. Je vais le faire, mais quand, je ne sais pas encore. Mais en attendant, beaucoup reste à faire, reconnaissent les responsables en charge de l'opération. À Djougou ici, disons que la sensibilisation se poursuit. Nous avons constitué 2 équipes qui vont passer dans les différents services pour essayer de sensibiliser davantage. Nous préconisons aller rencontrer les syndicats des transporteurs au niveau des différentes gares routières d'ici, puisqu'ils possèdent aussi des véhicules qui sont imposables à la nouvelle taxe. La taxe due chaque année est basée sur la puissance du véhicule exprimée en chevaux vapeur et lisible sur la carte grise. Voilà, c'est un reportage signé Ousmane Baparapé et je le précise, le 31 mars, c'est la date limite pour le paiement de cette taxe. 2 nouvelles à l'international à présent. 2 personnes au moins sont mortes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans des inondations provoquées par des pluies diluviennes. C'est une annonce faite par les autorités du pays. Regardez. La pluie a cessé de tomber sur Kinshasa. Les rivières ont presque toutes regagné leur lit. Mais dans les communes de Lingouala ou de Gombe, une eau fétide et malsaine a envahi les rues, les maisons. Des pans entiers d'habitations se sont écroulés. Cela fait plusieurs années qu'à chaque forte pluie, les Kinois se retrouvent les pieds dans l'eau. Alors ils écopent, balayent. Pour l'heure, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Un jour, ces maisons vont s'écrouler sur nous et sur nos enfants au milieu de la nuit. Nous demandons aux autorités de la ville de réagir face à cette situation. Des dégâts matériels incalculables, mais surtout des morts. Combien ? Pas encore de bilan officiel. Une chose est sûre, dans le quartier de GB, une femme a été emportée sous les yeux de ses voisins. C'est dur d'assister à la mort d'une voisine à cause de la pluie. Tout ça, c'est à cause de ces personnes riches qui construisent les maisons sur les caniveaux. Les riches pointés du doigt par les classes populaires, les intouchables du gouvernement accusés de construire des immeubles cossus de façon anarchique sur le lit des rivières. Kinshasa est surtout une mégalopole de 10 millions d'habitants traversée par une vingtaine de cours d'eau, à l'urbanisation chaotique et totalement dépourvue d'infrastructures de voirie. Et on termine par cette scène assez insolite ce jeudi au Parlement sud-africain. Alors que Jacob Zuma allait faire son discours à la nation, l'opposition s'est manifestée et a été expulsée de l'hémicycle Manu Militari. Reportage signé Euronews. Session parlementaire sous haute tension en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma s'exprimait devant les députés lors de son discours à la nation, mais il a régulièrement été interrompu par l'opposition qui l'accuse de corruption. Les députés de la gauche radicale en rouge estiment que le chef de l'État n'est plus légitime après sa condamnation en mars pour violation de la Constitution. En face de nous est assis un homme incorrigible, pourri jusqu'à la moelle. Et cela a été reconnu par la Cour constitutionnelle, a lancé Julius Malema, le leader du Parti des combattants pour la liberté économique. Quelques instants après, une violente bagarre a éclaté entre les agents de sécurité et les députés de la gauche radicale qui avaient été priés de quitter la salle afin que le chef de l'État puisse reprendre son discours.
Un discours placé sous très haute sécurité. Plus de 400 soldats avaient été déployés dans les rues du Cap pour prêter main forte à la police et empêcher ainsi tout débordement. Cette mesure sécuritaire a renforcé la colère des partisans de l'opposition. Des échauffourées ont éclaté aux abords du Parlement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous d'une autre tranche d'information sur la télévision nationale à 19h. Merci et à très vite. Opérateurs économiques.